Bonjour à tous et bienvenue sur Trajectoire IT, le podcast qui vous plonge dans les stratégies des entreprises de la tech à travers des histoires vécues de l'intérieur. Le succès d'une entreprise nous apparaît souvent, a posteriori, comme le déroulement logique d'un film. Mais en réalité, il est fait de moments pivots. Des moments où ses dirigeants sont confrontés à des défis qui semblent sur le point de les dépasser. Des moments où ils font face à des choix impliquant autant leur vie privée que leur vie professionnelle. Des moments où la trajectoire d'un homme, d'une femme et de son entreprise peut basculer d'un côté ou de l'autre. Ce sont ces moments pivots sur lesquels je vous propose de nous arrêter. Aujourd'hui, je reçois Alain Garnier de Jamespot. Alain, bonjour. Bonjour Thibaut, comment ça va? Très bien. Alain, tu es le CEO de Jamespot. Est-ce que pour commencer, tu peux nous en dire quelques mots ? Alors Jamespot, aujourd'hui, on a une entreprise d'une 50aine de personnes. Nous, notre sujet, c'est de s'intéresser à la communication interne. Comment est-ce qu'on fait pour mieux collaborer dans un monde qui est devenu totalement digital, totalement hybride? Donc, on fournit des solutions pour ça, d'intranet, de réseau social d'entreprise, de gestion de projet. On a plus de 300 clients de toute taille, sauf les TPE, mais de toute taille, ce qu'on appelle du B2B SaaS. Voilà, c'est ça aujourd'hui, Jamespot, et on est là pour faire réussir le collectif. C'est ça notre ambition. Parfait. Donc tu le sais, sur ce podcast, on aime bien revenir un petit peu à l'homme qui est derrière le dirigeant. Et quand on a préparé ce podcast, tu m'as dit qu'au départ, voilà, chez toi, il y avait une vraie passion de l'informatique, hein. T'étais un passionné de l'informatique dans les années, je veux pas te vieillir, mais si on Non, dit dans non, on les peut donner années, mon âge. on va dire, allez, au début des années 80 ou peut-être même encore un C'est tout petit ça. peu avant, voilà. Et c'est une passion qui commence avec le ZX81 de Sinclair, si je dis pas de bêtises, Non, c'est ça. euh, qui te donne l'envie de coder et de te lancer, quoi. Bah, c'est même, tu vois, moi, je viens de la campagne, tu vois, je viens du Poitou-Charentes. Et à 14 ans, là où normalement les jeunes hommes, à l'époque, et aussi les jeunes filles commençaient à avoir, on avait une mobilette à 14 ans. Et moi, effectivement, j'ai voulu un ordinateur. Et le fameux ZX81, j'ai dit à mes parents, je veux un ordinateur. Et le ZX80, faut voir, il était pas en vente libre en France, hein. Il a fallu l'importer d'Angleterre. Ok. Et à l'époque, c'est pareil. Je sais même pas, d'ailleurs, je pense que l'Angleterre devait être un peu dans l'Europe comme elle est aujourd'hui, toujours un peu dehors. Donc ça a été toute une histoire, quand même, de mon père, de transformer, je me rappelle, d'avoir des livres, de trouver, d'être sûr qu'on n'allait pas se faire avoir. Tu vois, tu t'envoies de l'argent comme ça. Enfin bon, donc tout ça a été toute une aventure pour avoir ce truc. Et effectivement, et c'était pas pour jouer, hein, c'était vraiment pour coder, parce que Ouais, pour coder, ouais, tout à fait. je sais pas, il y a eu quelque chose. Enfin si, j'ai vu un jour un ami qui avait justement ça, juste à côté dans la campagne voisine. Et j'ai vu ce truc de développer des logiciels et je me suis dit, mais waouh, ça c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Et donc après, bah, toute ma vie, en fait, j'ai fait que ça, hein, d'un point de vue professionnel, hein. Bon, après, j'ai fait des petits boulots sur le côté, mais globalement, c'est vraiment ma passion depuis toujours. Avec tout de suite un attrait pour les IHM et toutes ces choses-là, enfin, qui va arriver petit à petit, quoi. Oui, alors justement, très vite, c'est intéressant parce qu'un ZX80, faut se rappeler quand même, c'est ChatGPT qui a pas d'intelligence, c'est-à-dire que c'est un prompt, Ah, hein. Faut pas oublier que ouais, les ouais. ordinateurs de départ étaient tous en prompt. Aujourd'hui, on dit prompt, c'est chic, mais à l'époque, Ouais. c'était justement le truc des geeks. Geek, Mhm. c'est chic. Et le truc, c'est que, d'ailleurs, pour moi, ça veut dire beaucoup, tu vois, dans mon histoire, c'est qu'il y a une évolution, justement, finalement, on revient vers les geeks. Quelque part, les geeks prennent le pouvoir, comme ce que j'ai C'est toujours vrai. d'ailleurs pensé, qui était effectivement la tendance d'un monde dans lequel le numérique allait manger le monde, quoi. Et alors, oui, quand j'ai commencé à faire des logiciels, enfin, j'ai surtout fait des logiciels pour me marrer au départ, puis après on m'a dit des trucs utiles. J'ai même fait un système de comptabilité pour les exploitations agricoles qui pendant 15 ans a sorti les impôts de plusieurs fermes, tu vois, un truc de fou. Mais c'est là où j'ai vu que c'était pas un truc de gestion qui m'intéressait et que ce que je voulais, c'était que ces machines deviennent intelligentes. Et effectivement, Mhm. après, j'ai travaillé d'ailleurs dans ce qu'on appelait les techniques avancées à l'époque, ouloulou, d'IA, d'intelligence artificielle, qu'on est encore aujourd'hui, pour effectivement avoir des machines qui parlent aux hommes. Et j'ai fait donc à l'époque des systèmes conversationnels comme ce que fait ChatGPT, sauf que faut juste se dire qu'à l'époque on avait des puissances de machines toutes petites et qu'ils étaient très très cons, ces ChatGPT de l'époque. C'est certain, c'est C'était certain, mais même voilà, il y avait déjà la l'envie. question du rôle de l'humain dans tout ça. Si on avance un petit peu entre donc le tout début et tes premiers pas dans le code, ça nous amène en 96 où tu crées ta première boîte
en mode bootstrap, hein, sans fond, sans rien. Tu peux nous en dire un mot? En fait, donc, cette intelligence artificielle, je m'étais retrouvé dans une boîte, la seule boîte en France qui faisait de la sémantique sur des PC. Toujours mon obsession aussi Ouais. des ordinateurs, mais accessibles pour tous. Et en fait, elle est rachetée par France Télécom. Enfin, à l'époque, voilà, France Télécom, et donc qui est devenue Orange. Orange maintenant, Et ouais. là, en fait, bon, bah, le truc s'enlise parce que voilà, c'est France Télécom, c'est compliqué. Et donc, avec un autre ingénieur, à un moment donné, je dis ah voilà, mais moi je veux être libre. Là, on pourrait faire un super moteur d'IA, ça va être super, de sémantique, blablabla. Et lui, qui est un peu un taiseux, alors que moi je suis plutôt quelqu'un qui parle beaucoup. Il a dit à la fin de ma phrase, il a dit chiche, voilà. Et du coup, je suis rentré chez moi et le lendemain, on s'est revus, on a dit bon bah on la lance cette boîte. Et c'est comme ça Chiche, qu'on on a y va. avancé. Alors qu'on n'était pas Ouais. du tout entrepreneur ni l'un ni l'autre, on n'était pas Ouais. business, on était plutôt, on dirait des savants un peu, enfin tu vois le côté un Oui, peu vous n'aviez pas de notion de management de boîte, de rien, finance ou de choses comme ça, quoi. rien. Et de business surtout. Ouais. Donc ça a été tout l'apprentissage de cette boîte qui par contre a grandi, hein, parce qu'on est remonté jusqu'à plus de 100 personnes. Et puis ça a été revendu à Thales en 2004, mais on a passé par toutes les phases, quoi. On a eu toutes les phases. Mais c'est vrai que c'est un changement de vie, ça, parce que un mot, mais qui était finalement une histoire latente en moi. C'est-à-dire qu'au fond, quand je regarde l'histoire, j'étais chef de classe, j'ai fait des groupes de rock où c'était moi le leader, hein, qui faisait Ok. j'étais chanteur. Donc si tu veux, le fait d'être entrepreneur, si tu veux, Ouais, tu avais ça dans les gènes. ouais, sauf que je venais d'une Ouais. famille gauchiste. Et d'ailleurs, je suis toujours un Ouais. peu de gauche, mais je suis un peu peut-être moins gauchiste que ce qu'ils étaient, dans lequel la figure du patron était détestable. Tu Ouais. vois? Ouais. Faut aussi se Mhm. remettre dans les années 80. C'est pas un monde dans lequel l'entrepreneur est vu comme quelqu'un de Alors, forcément il y a déjà positif. Bernard Tapie, mais c'est peut-être un peu l'exception qui confirme la règle, quoi. Ouais, et Ou puis qui, au contraire, n'est peut-être pas aimé non bah, plus. bah, moi, dans ma famille, quand Bernard Tapie, si tu veux, vu le rapport à l'honnêteté qu'il avait, si tu veux, c'était un petit sujet, on va dire. Qui était relatif, Et ouais. puis, on n'était pas foot. Donc, tu vois, ni foot, ni honnêteté. Donc, tu vois. Enfin, bref, il n'y avait pas de figure. Mais du coup, je rentre dans ce monde-là. Et d'ailleurs, je pense que ça a été toute une partie de mon histoire. Ça a été de devenir entrepreneur et de l'accepter en tant que rôle sans en avoir ni honte, ni trop de fierté. Enfin, tu vois, trouver la bonne place de ce rôle modèle. Ok, très bien. Donc la boîte, elle grossit, hein, comme tu l'as dit, hein. Donc d'abord alors, il y a quand même une levée de fonds qui arrive au bout d'un ou 2 ans, c'est ça. Et puis il y a la 4 ans. crise, en fait, au bout de 4 ans, d'accord, voilà. Donc ça nous arrive, on arrive en 2000, et puis il y a la crise de 2001, un peu l'éclatement déjà on va dire d'une première bulle On Internet, peut le dire. le 11 septembre, toutes ces choses-là, et Mmh. donc du coup des difficultés et une revente à Thales, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Mais du coup, j'ai connu sur cette histoire le bootstrap, la levée de fonds, le dépôt de bilan, la reprise par un privé, la revente industrielle à un grand groupe. C'est Voilà. bien, c'est déjà Ah, une il belle manquait plus que expérience sur comme une première boîte. bah oui, mais c'est pareil, rétrospectivement, mais à la fois, ça a été très, très dur, hein, parce que Ouais. quand ça arrive, c'est pas cool, quoi. Mmh. Moi, je me rappelle en plus, c'est un associé qui nous a presque forcé à faire le dépôt de bilan. On aurait pu passer, en fait, parce qu'on n'était pas, nous, justement, un effet de bulle, parce qu'on vendait du logiciel sérieux à du grand compte. Donc, Ouais. on avait du chiffre d'affaires, etc. Mais on était devenus trop nombreux. Enfin, l'effet licorne d'aujourd'hui, tu vois, exactement. Et Ouais, donc, ouais, complètement. voilà, qui Mmh. paye le plan social. Enfin, tu vois, en gros, il faut le faire simple, quoi. Mais tu vois, j'ai vécu un plan social. C'était très dur pour moi. C'était très dur. Mais aujourd'hui, je me dis, waouh, effectivement, j'ai eu une formation en accéléré. Un apprentissage énorme, quoi, Exactement, en quelques exactement. années, ouais. Et Ouais. c'est vrai que ça, c'est la chance après, qui m'a donné aussi pas mal de force pour la suite, quoi. Ouais, et donc la suite, donc c'est quelques années plus tard, hein, la création de Jamespot. Alors on en est au tout début, hein, de ce qu'on appellera bientôt les réseaux sociaux. Je crois que Facebook, c'est 2006. Heu et donc là, l'idée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est de remettre l'humain au Mmh. cœur des relations numériques. Voilà, quelle est l'idée au départ que tu as, derrière Jamespot? Bah, derrière Genspot, il y a l'idée que, en gros, il y a de l'information partout, qui a été captée effectivement plutôt. On n'est plus à l'époque de Yahoo, où c'est des gens Ouais. qui mettent justement des données et qui les rangent. Et on voyait des gens, et tout d'un coup, c'est Google et qui prend toutes les données du monde, et donc il a enlevé finalement la valeur des gens. Voilà. Donc moi, qui veux remettre toujours l'humain au cœur du jeu, je me dis, bah, il faut inverser le truc, d'où les réseaux sociaux, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui, tu vois, le social bookmarking, tu vois, un peu ce qui est Reddit aujourd'hui, on va Ouais, dire. bien C'est-à-dire que les sûr. gens disent, voilà, ça c'est intéressant pour telle raison, je mets une note, je machin.
Et on est monté, en fait, c'était ça, enfin, qu'il y avait derrière Genspot, en se disant, bah, Ouais, ça, des avis, des commentaires, enfin c'est ça, et des choses comme fabriquer, ça. par exemple, des spots qui étaient des endroits où on voulait en plus éditorialiser ça comme des journaux. Tu arrives sur une page qui est magnifique et qui te donne une page qui sur les champignons, qui sur l'actualité, qui à l'époque sur le président Chirac, qui était une page qui était très consultée, par exemple, parce qu'elle était très clean. Tu avais les dernières vidéos de Chirac, tu avais les derniers... Enfin, comme si on avait un journal en permanence sur tous les sujets Ouais. du monde. Moi, Ouais. je trouvais ça, c'était une idée d'ailleurs assez... C'était ça, on appelait le journal personnalisé, Genspot. Et on se disait, bah tiens, après on va le vendre dans les entreprises, parce que les entreprises ont le même problème, voilà. Et puis après, on ira en B2B comme ce qui a été toujours mon histoire de vie. Voilà, c'était ça en Ouais, fait alors, pour Genspot. ouais. Alors, avant d'aller sur le B2B, au départ, donc tu es sur un public large, B2C, tu es référencé parmi les les sites qui commencent à compter quand même à cette époque. Et puis 2007, coup de tonnerre, si j'ai bien suivi, Jamspot disparaît de Google. Alors C'est que ça. 80% du trafic de Jamspot venait précisément des Bah oui. moteurs de recherche, enfin de Google, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, et sans faire d'ailleurs de travail SEO, d'ailleurs, mais tu te réveilles, c'est en août que ça arrive. T'imagines, t'es en vacances, tu vois, justement, t'es Ouais. entrepreneur, ça fait 2 ans, ta boîte on commence à avoir des appels entrants parce qu'on commence à être dans le top 10 000 des sites mondiaux. Donc, par exemple, les annonceurs viennent nous voir, on commence à discuter, c'est quoi votre audience, nanana. Du coup, on est vraiment logique. Ah, ça va être top. Là, tu t'es en plein été à dire enfin, je vais pouvoir me Tout va payer, bien, on tu prend des vois. vacances bien méritées. Voilà, machin. Et puis là, tu te dis, mais 80% du trafic disparaît le premier jour et 80% de 80%. Hein. C'est-à-dire que vraiment, ils nous ont Et rien laissé, quoi. au début, tu te Rien dis quoi? laissé. Tu te dis c'est un bug, C'est ça, je me dis, c'est un bug. Moi, à l'époque, c'est toujours mon CTO d'aujourd'hui, je dis à Paul, il y a un problème dans les logs, qu'est-ce qui se passe? Notre tracker a disparu, quoi. Puis en fait, non, c'est qu'il y a vraiment plus rien. Et effectivement, Google nous a totalement désindexés. C'est-à-dire qu'il Et nous a là, sorti de son index de manière d'ailleurs tout à fait, mais alors brutale, unilatérale, sans aucune explication. oui, il y avait pas de pratique, ce qu'on appelle black hat aujourd'hui, donc mm, on va dire de pratique à la limite, on va dire, de la non, légalité Google. Heu, le pire, c'est qu'on se faisait justement moquer gentiment, mais tu sais, quand tu as des compètes comme ça, j'avais d'autres ouais. compétiteurs qui, eux, étaient un peu plus, enfin, travaillaient le SEO, ce qui n'était pas notre cas. Mmh OK? mh. Et Mmh donc, mh. ils nous disaient toujours: «Ah mais Genspot, et quand même, vous pourriez faire des efforts là-dessus, tout ça». Et puis nous, on était là: «Oui, bon, mais» enfin, nous, on s'intéressait plutôt, encore une fois, à l'innovation. Par exemple, comment on Ouais. présentait les pages. Moi, j'avais un système, justement, un peu pareil, d'automatisation pour fabriquer des belles pages, choisir la belle photo, par exemple. Quelle photo on met à la une? On avait un algo qui faisait ça. Et ça, c'était vachement D'accord. intéressant. D'ailleurs, les Ouais. gens, ils nous disaient: «Mais comment vous faites?» Bah, en fait, on avait un algo derrière qui analysait la qualité des images, etc. Donc, enfin, c'était de l'automatisation de mise en page, on va dire ça comme ça. Et c'est ça qui nous obsédait, c'était pas le SEO Google, quoi. Et donc là, il y a un truc très injuste, et c'est marrant parce que c'est la même année où Google a enlevé son Don't Be Evil. Tu sais, le fameux truc. Oui, oui, Voilà. oui, Et qui moi, était son slogan ouais. d'origine, Et moi Don't là, be evil, à ce sois pas le moment-là, mal. si tu veux, j'ai dit ok, j'ai compris. En fait, ils ont un monopole. Ils Ils veulent. C'est vrai qu'on be leur piquait. evil. Voilà, ils veulent en gros leur piquer des places par Ouais, rapport à leur ouais. pub. Quand on regarde ce qui est Mmh mh. devenu une page Google aujourd'hui, c'est que de la pub Google ou de Ouais, l'éditorial Google. Tu ne rentres même ouais. plus dans les sites. C'est vrai, c'est vrai. Et nous, Tout est fait pour rester à la surface avec de voilà. l'information qui est Alors que poussée sur nous, la SERP. en un ou deux troisième résultat, on allait sur un spot, Genspot, qui était magnifique. Et donc, quelque Mmh mh. part, et quand tu regardes un spot de l'époque avec Genspot, on mettait une vidéo à droite, on essayait de mettre des encarts, on Oui, faisait c'était riche. C'était du c'était contenu riche, riche, on va dire. Ouais. comme les pages, ce qu'ont devenu les pages Google. Mais nous, on le Mmh faisait mh. à petite échelle, Mmh mh. éditorialisé par les humains. Mais, Ouais. mais voilà, il voulait pas de concurrents, il nous a niqués. Ce qui est terrible, c'est que pendant un an, j'ai été un pestiféré. C'est-à-dire qu'on m'a dit, c'est que tu as fait des trucs de mal et que tu veux pas nous le C'est dire. ça. Et ça, moi, Ouais. alors là, pour moi, en termes de moralité personnelle, c'est terrible, quoi. Parce que moi, je savais ce qu'on avait fait, on n'avait rien fait de mal, et je savais que tous les autres allaient y passer. Ils y sont tous passés. Ils ont tous été désindexés comme nous, mois après mois. Et Google, méthodiquement, d'ailleurs de manière assez insidieuse, il les a tous pris, puis à un moment donné, poum, il les a supprimés de l'index. Ouais. Un mois, poum, un autre site, poum, un site turc, poum, un site... Et puis à la fin, tous ces sites-là, il n'y en a aucun qui a survécu. Et puis voilà,
tout va bien. Et Google est devenu dominant. Et ce que je trouve terrible, c'est pour ça que j'ai aussi ce combat contre les GAFAM, c'est que c'est vraiment un modèle de prédation que je trouve détestable. Tout ce que l'humain a de plus détestable en lui dans le business, voilà, ça c'est moi. Vraiment, ça me... Ouais, bah, ça rejoint donc effectivement, ça heurte tes valeurs et ça a alimenté ou fait naître ou en tout cas contribué à alimenter chez toi une réflexion assez personnelle sur les questions de souveraineté. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut se mettre dans la main des GAFAM, de Google Exactement. en l'occurrence, comme ça, sans risque? Si tu veux, ce qui s'est passé, en fait, tu sais, des fois, moi, j'analyse beaucoup les choses dans le monde. Mais il y a des fois, tu analyses comme ça, tu sais, c'est les analyses de salon, tu vois. T'as l'air intelligent de dire, ah oui, il y a ça, puis il y a tel problème, etc. Puis à un moment donné, effectivement, tu es touché par le problème. Et là, dans ces cas-là, Ouais. tu vois un peu les choses différemment. C'est-à-dire que c'est pas juste de dire, ah oui, oh, c'est quand même dommage quand même que le métro, il n'y ait pas de trucs pour les handicapés. Oh oui, quand même. Bon, bah, sauf qu'un jour, tu vois, t'as un proche qui Ouais, est tu es confronté handicapé. au Et handicap et là, tu te tu poses te la question dis, différemment. voilà. Donc, quelque part, c'est aussi cette conscientisation-là que moi, Mmh. je pense que j'ai franchi. Et surtout, c'est que ce qui était avant un phénomène naissant est devenu un phénomène massif. Ouais. Parce que à la limite, tu vois, que Google devienne dominant et que ce soit on aurait eu G, voilà, le point G, le grand point G culminant. Très bien. Mmh. Mais le problème, c'est qu'on a effectivement eu GAFAM et plus, plus, plus. Ouais. Ça a été, et aujourd'hui, c'est pas compliqué. Même le Standard & Poor's n'arrive pas à se rééquilibrer. C'est-à-dire que le problème des Américains, tu vois, c'est même plus un problème seulement des Européens, ils n'arrivent même pas à avoir un indice équilibré parce que les 5 premiers trustent plus de 50% de la valeur du Ouais, c'est Standard ça. & Poor's des Mmh. 500. Je sais Mmh pas mh. si on se Mmh. rend compte de ce que ça veut dire, quoi. Tu as le même Ouais, c'est énorme. phénomène, si tu veux, de concentration de richesse, mais aussi de pouvoir, et donc de décisions discrétionnaires, et donc de bêtises, parce que l'humain, quand il est finalement euh, unilatéral et dictatorial, il devient en général assez C'est bête, là où quoi. il fait le plus de bêtises, on est d'accord. Il fait du mal, surtout, il fait du Ouais, mal. ouais, Don't be ouais, evil, là, tu fais ouais, vraiment du mal. Tu es non ouais. seulement bête, mais en plus, tu fais du mal. Donc, oui, oui, ça m'a... Et là, c'est les tripes qui parlent, et après, on passe dans ma partie qui est très politique aussi. Moi, je suis quelqu'un de très politique. Euh, Bah, et... alors voilà, bon, ça sera pas ceux qui te connaissent, ne le découvriront pas, ici. Tu es un gourou, on va dire, sur LinkedIn. Le mot est peut-être un peu fort, mais tu publies beaucoup et tu as des combats que tu mènes, voilà, moi, c'est comme ça que je t'ai vu au départ, hein, que je t'ai connu au départ. C'est à travers tes publications LinkedIn qui sont assez suivies et où tu hésites pas à partir un peu en croisade. Mais c'est ça, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut, et il se trouve que là, c'est les entrepreneurs qui doivent effectivement renverser la table, parce que on est dans un monde libéral, c'est eux qui portent la parole sur cette question-là. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que par contre, une fois que les trucs ont cliqué, tu vois, on parle justement d'évolution, de pivot, de changement. Mmh. Tu vois, quand Google, par contre, il nous sort en une journée. Mais pour remonter la pente de la souveraineté numérique, par exemple, moi, il m'aura fallu maintenant presque 10-15 ans. Ouais. Et c'est ça, mais parce qu'effectivement, il Ouais, faut l'effet beaucoup... cliquet Ben oui, qui est extrêmement dur à remonter, ben dans oui, l'autre parce qu'il faut sens, ouais. beaucoup Mmh. plus de temps pour construire que pour détruire. Mmh. Regarde, Mmh. tu vois, et donc, quelque part, c'est en ce sens-là où le combat, il y a des fois des gens qui me disent, ah, mais ça n'avance pas. Ben oui, c'est lent, mais parce que la reconstruction est lente. Ouais. Toute l'histoire. Donc, c'est pour ça que j'en veux d'autant plus aux gens qui cassent. Voilà. OK. Et bon, alors ce qui est intéressant, et que tu sais que j'aime bien en parler dans ce podcast, hein, c'est ces moments pivots. Et du coup, tu aurais pu pleurer et dire: «Bon voilà, James Bond, c'est terminé et on arrête». Et en fait, le fait de disparaître de Google, va accélérer chez toi la volonté de faire pivoter l'entreprise. Ça va de pair, il y a une conjonction d'éléments, hein, le besoin de pivoter tout simplement pour survivre, parce que l'entreprise est à 2 doigts de mourir à ce moment-là. Un alignement avec tes propres valeurs, et une maturité de marché, quelque chose qui commence à émerger au niveau des réseaux sociaux d'entreprise, on peut le Ouais, dire tout comme à ça. fait. Ouais, c'est intéressant. Mais tu as vraiment raison d'appuyer là-dessus. Ce que je raconte souvent, moi, tu vois, on parle de trucs personnels. L'histoire que je raconte à mes enfants, c'est l'histoire de ces princes, tu sais, à qui il arrive des malheurs. Et en fait, on ne sait jamais si ce malheur, il est finalement pas positif, hein. Et Exactement. c'est un conte oriental, moi, qui me fascine. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Parce qu'en gros, là, effectivement, on arrêterait l'enregistrement là, les gens se diront, bah oui, il serait resté avec Google, ça serait super, etc. Mais peut-être pas. Pourquoi ? Parce que je me serais trouvé dans un modèle de pub
Or, le modèle de pub, c'est un modèle d'attention qui, à un moment donné, devient, je trouve, très pervers dans son fonctionnement. C'est-à-dire que tu fais venir les gens, non pas... Et justement, quand il s'agit d'augmenter encore une fois la valeur, la croissance, c'est pas parce que tu amènes plus de valeur, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'ils restent plus de temps devant leur écran. Et donc, quelque part... poser des problèmes presque un petit peu de conscience qui commençait à être un petit peu... Mais c'est marrant, c'est qu'au moment... Moi, alors, comment je faisais ça à l'époque, parce que j'étais quand même conscient de ça. Ma pirouette, c'était de dire, oui, mais on commence par le B2C, puis très vite, on ira dans le B2B, et en fait, le B2B deviendra plus gros que le B2C, et tout ira bien. Sauf que ça, par exemple, je sais que dans les modèles qu'on voit, c'est très rare, en fait. Donc, je m'illusionnais un peu sur ma propre histoire. Bon, bah là, Google, quelque part, le méchant... T'es forcé d'aller vers le B2B. Mais tu vois, c'est quand même terrible de se dire qu'ils ont une attitude qui a été détestable, mais qui peut-être pour moi, à titre très personnel, m'a peut-être mis dans des zones plus... Parce qu'effectivement, je suis revenu à ce que j'ai toujours fait, c'est des produits logiciels B2B utiles pour les gens. Il se trouve qu'en plus, alors là, on rentre à nouveau dans la question remettre l'humain, le réseau social, c'est remettre l'humain, circuler l'information. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui, par exemple, dans mes entreprises, toi, nous, on est, comme je dis souvent, nous, toutes les informations de l'entreprise sont open. Les comptes, qu'est-ce qu'on dépense, etc. Sauf les salaires des gens. Assez forte, Sauf les salaires des gens, parce que là, si tu veux, ça peut les mettre mal à l'aise. Et puis oui, on est en France, dans un autre pays, dans un autre contexte. Tu vois, j'ai pas d'idéologie là-dessus. C'est juste de dire bon, en 2023 en France, c'est pas le moment de le faire pour plein de raisons. Par contre, tout le reste est open. Donc moi, la question de circulation d'informations, par exemple, je me suis toujours battu contre les gens qui avaient du pouvoir dans l'entreprise juste parce qu'ils avaient une information qu'ils voulaient pas donner à leurs équipes. Moi, je trouve ça terrifiant. Et dans mon rapport le fameux détenteur du fichier Excel clé dans un coin, dans un service, et qui donne les clés à personne d'autre. Et on est obligé d'aller le voir, et du coup, de faire des salam alaikum, et voilà, t'es formidable, qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es grand, alors qu'en fait, t'es juste, justement... Et donc, le réseau social d'entreprise a comme ambition de casser ça, et de casser les silos, de faire de la transversalité, d'aplatir les hiérarchies, enfin tout ce qui est effectivement plutôt ma valeur personnelle par rapport à ça. Donc, et c'est vrai que quel bonheur d'être sur un produit très aligné avec ses valeurs personnelles. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que j'ai des features, je suis pas en train de me tordre le cerveau en me disant c'est vrai, bon, il faudrait pas aller trop loin parce que ça c'est quand même pas top ce truc. À chaque fois, on est au contraire pour essayer d'apporter vraiment du mieux dans une perspective, encore une fois, de transparence d'information et de circulation. Ouais, donc un pivot donc qui correspond du coup à tes valeurs et à ce que tu veux apporter aux entreprises, et puis aussi du coup qui te sauve et qui te permet de faire grandir Jamespot, d'aller chercher une croissance organique assez forte, et peut-être une croissance aussi externe avec des rachats de boîtes. Comment ça se passe là, ces premières années post-Google, ces premières années B2B? Donc, tu as raison. Les premières années sont un peu difficiles parce qu'on est obligé d'aller chercher quand même des projets sur le côté parce qu'on est capable de faire finalement du service pour financer ça. Mais très vite, en fait, la boîte se recentre. Dès 2012, par exemple, tu vois, ça va en 4 ans, 3 ans. Tac, ça y est, on fait quasiment que du Jamespot. Et donc ça, c'est vraiment top. Et effectivement, avec un modèle SaaS B2B récurrent, qui aussi s'installe, parce qu'il y a aussi ce moment du cloud qui arrive. On n'est plus obligé d'expliquer le cloud. Donc, c'est vrai que ça a été vraiment une grosse accélération par rapport à ça. Et puis surtout le business model SaaS, de récurrence. C'est ça, récurrent du modèle SaaS, qui est un bonheur pour des gens comme moi qui sont des angoissés du cash, tu vois, parce qu'il y a ça aussi, tu vois, il y a des types d'entrepreneurs. Bien sûr. Moi, j'en ai certains, j'ai des potes, ils sont à moins de 300 000, voilà. Moi, je suis à plus 300 000, je commence déjà à avoir des gouttes de sueur qui perlent sur le front. Tu vois, et ça, c'est très, c'est lié à mon histoire, etc. Justement, on n'est pas égaux vis-à-vis de ces sujets-là, ça vraiment. Mais du coup, effectivement, ça a été un rebond. Là aussi, tu t'en rends compte en fait un peu plus tard que c'est un rebond qui était très positif, tu vois. Et après, la boîte a commencé vraiment à se restabiliser, mais je dirais qu'il n'y a que 3 ans. Tu sais, il y a aussi des questions de taille de boîte, parce que tant que tu n'arrives pas à 10 personnes, 10, 15, puis après 20, puis au-delà, tu vois, là aujourd'hui on est 50, c'est quand même autre chose. Il y a une inertie, que ce soit des clients, du marché, t'as une force qui est quand même très appréciable. T'as franchi des paliers clés, on va dire, les 10 personnes, les 20 personnes aussi, c'est un palier assez important en termes de management. Tu doubles, Ouais. Moi je dis souvent, tu sais, on est 1 ou 2, on double, on est 5, on double, on est 10, on 20, 50, et après c'est 100. Et après, bon, on peut continuer. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les paliers, tu vois, le TI c'est 250, enfin tu doubles le 100, ça fait 250. Et c'est sûr que là, on est plus dans quelque chose qui est moins en rupture, justement, tu vois. Voilà, il y a quelque chose d'un peu plus constant, en tout cas, même si à chaque fois,
tu sens qu'il peut y avoir des moments où à nouveau il faut remettre un petit peu tu vois, en perspective plein de choses et qui vont changer parce que la taille fait que ça change. Ouais. Et donc on a un marché qui donne, on va dire de plus en plus raison à Jamespot. Donc il y a des concurrents évidemment dans les réseaux sociaux Il y en d'entreprise. a. Et alors on est encore avant le Covid, mais déjà voilà, le réseau social d'entreprise explose dans les années 2010. Le télétravail commence, voilà, il y a certaines choses qui se mettent en place et qui vont favoriser un petit peu votre croissance. Alors doucement, hein, parce que de 2010-2020, c'est pas le télétravail, hein, c'est plutôt Ouais, il y en a encore effectivement. très peu. Non, il y en a très peu. C'est la question des silos, de la transversalité et de l'entreprise Ok. plate. Et tu as fait allusion effectivement à un truc assez particulier chez nous. On en est quand même à notre 6e acquisition. Ouais. Alors, on n'a pas acheté des grosses boîtes, on n'a pas acheté des boîtes plus grosses que nous, tu sais, comme ça arrive des fois. On a plutôt acheté, nous, des boîtes qui représentaient 5-10% du chiffre d'affaires max de l'année en cours. Donc, c'était plutôt un accélérateur business. Par contre, on a racheté des boîtes qui étaient souvent un peu en fin de vie, tu vois. C'est-à-dire que des concurrents qui, à un moment donné, s'étaient un peu fatigués par rapport à nous et qui, du coup, donc, on connaissait les fondateurs. Des belles histoires, d'ailleurs. Moi, j'ai une histoire magnifique. Ouais. Et du coup, pardon, c'est des technos, c'est des usages, c'est des clients que tu rachètes à ce moment-là? C'est des clients. À 90%, c'est les clients et des fois des bonnes idées dans les produits parce que tu vois, il y a aussi des trajectoires. Nous, on aime beaucoup ce que font les autres. Il y a beaucoup de respect aussi tu vois, moi, c'est des compétiteurs, c'est des frères d'armes. Moi, c'est pas des compétiteurs, c'est pas des adversaires. Tu vois, pour moi, ils font le même métier que moi. Donc, tu veux, un peu comme tu parlais de musique, t'écoutes la musique des autres, t'écoutes pas que ta musique, quoi. Voilà. Donc moi, c'est pareil. Donc moi, je regarde les logiciels des autres et je suis toujours admiratif. Il y a une progression collective qui va se faire en se confrontant un peu aux autres. Et chacun amène son style. Et moi, je trouve ça très important que chacun garde son style parce qu'il faut justement qu'il y en ait pour tous les goûts, comme dans la musique. Donc moi, alors c'est une des raisons, moi, qui là aussi intellectuelle, profonde sur l'histoire des GAFAM. Moi, j'en ai marre d'avoir qu'un seul logiciel qui est celui du monde entier. Ouais. Est-ce qu'on pense qu'on va avoir une humanité qui progresse avec un seul logiciel dans lequel tout le monde utilise tous les jours? C'est comme si je disais, écoute, maintenant, on mangera le même plat national, pour tous, on va tous manger la même chose. Tu vois, mais quand on le dit, les gens, un petit peu. Mais les gens tout de suite disent, mais c'est absurde et c'est horrible. Ben oui, mais c'est ce qu'on fait avec le logiciel. Le logiciel est devenu important et on veut pas de diversité. Donc moi, je suis un zélateur de la diversité et c'est vrai que ça, par exemple, je peux te le dire à toi, mais je ne veux pas devenir le maître du monde tous les utilisateurs du monde utilisent que Genspot. Je trouve que ce serait une dystopie. Ça serait pas sain. Ce serait pas sain, même si tu vois, alors que ça pourrait me dire, tu vas devenir le maître du monde, tu auras plein d'argent, mais ce serait terrible pour l'humanité. Ça n'a aucun sens. Et je trouve que c'est terrible tous les gens qui veulent devenir les maîtres du monde aujourd'hui, qui laissent de la place aux autres. On a besoin de diversité écologique. Je veux dire, il faut le rappeler à tous les niveaux. Alors, on voit un petit peu qui tu vises derrière tout ça sans les nommer. On a parlé de Google tout à l'heure. Là, je pense que voilà, on peut parler peut-être de Teams ou de Microsoft, toutes ces choses-là qui sont alors je dirais pas nés pendant la pandémie, mais qui, on va dire, tout d'un coup ont pris une autre ampleur à partir du moment où il y a eu des confinements, quoi. Microsoft est un monopole depuis à peu près 20 ans. Ouais. Et en fait, à chaque moment où il y a justement une crise, c'est une boîte par contre qui a une force intérieure incroyable, qui ne croit absolument pas d'ailleurs au leader charismatique, c'est pas Apple. Justement, c'est en ce sens-là où elle est moins fragile qu'Apple. Parce que de l'intérieur, c'est une machine de guerre pour à chaque fois se réadapter aux circonstances. Et là-dessus, ils sont incroyables. Le problème, c'est que ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'un monopole qu'on laisse perdurer en monopole, ça, c'est délétère pour l'économie, la diversité et la domination qu'ils imposent. Donc, le fait même qu'ils aient réussi quand même à faire plier Slack, faire plier Zoom, c'est-à-dire même leurs amis américains, je parle. Donc, nous, évidemment, nous, on est des dégâts collatéraux. Tu sais, nous, on avait une solution de visio avant la pandémie qui commençait à se vendre, mais elle s'est arrêtée du jour au lendemain. Moi, j'ai dit, on plie les Gaules. Tout est passé sur Zoom, puis Teams. Mais Teams donne tout gratuitement à tout le monde au niveau mondial. Pourquoi tirer de faire chier à prendre une solution Enfin, tu vois, il y a un dumping absolument incroyable. Bon, les gens paieront plus tard, ça. C'est là où il y a quelque chose de... Oui. Mais ça t'empêche pas quand même, du coup, malgré ça, avec ton bâton de pèlerin ou ton bâton commercial, enfin les deux, en l'occurrence, de faire progresser Jamespot, d'arriver à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça. On est sur la route là, des 5 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année, avec une croissance qui sera au-delà de 20%. On sera sur 20-25% de croissance. Donc effectivement, et tout ça en bootstrap, c'est-à-dire sans levée de fonds. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir qu'on a une croissance uniquement organique, ce qui est effectivement
assez exceptionnel quand même. Voilà, et qui était très exceptionnel encore il y a 1 ou 2 ans, qui va peut-être le devenir un petit peu moins parce qu'on voit que les levées de fonds posent quelques problèmes en ce moment. Mais non, mais en tout cas, effectivement, c'est une belle réussite. Et aujourd'hui, justement, mis à part ces enjeux de souveraineté, pourquoi un Jamespot, si tu peux faire ta pub quelques secondes? Oh bah tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans un monde digital, il faut justement, comme chez soi, avoir plein d'ustensiles digitaux différents pour être bon cuisinier, voilà, dans le monde digital. Donc Genspot permet d'apporter justement d'autres éléments, un intranet incroyable parce qu'on en a besoin aujourd'hui, un outil de réseau social d'entreprise qui est sans doute le meilleur du marché, on a une centaine d'applications qui sont aujourd'hui une tuerie à utiliser au quotidien pour une entreprise, allez, entre 100 et 10 000 personnes, on va dire, pour faire simple. Et là-dessus, complétez vos outils. C'est ça le point. Et surtout, complétez vos outils avec des outils en plus souverains. Pourquoi ? Parce que vous allez vous désengager. Intelligemment. Voilà, désengager de votre dépendance GAFAM. Vous allez avoir un rapport de force, même les décideurs vont pouvoir décider mieux les arbitrages. Nous, par exemple, on a des gens qui ont réussi à faire baisser les prix Microsoft en leur disant, bah écoute, moi j'ai Genspot qui me propose ça, je peux faire basculer 90% par exemple de mes utilisateurs qui utilisent Excel sur Genspot, tu me fais quel prix ? Et ils ont obtenu un rabais pour les deux. Donc, vraiment qu'ils en profitent, quoi. Diversité et réussite. Nous, en plus, on fait réussir vraiment le collectif, là où Microsoft s'intéresse que souvent à la productivité personnelle. Un collectif, et ça, les dirigeants, ceux qui m'écoutent, vous savez que le collectif, c'est important, et c'est pas que la productivité personnelle, c'est aussi le sens du collectif, ce que vous essayez d'ailleurs, les dirigeants, de faire en permanence. Genspot vous permet de le propager. Ça, c'est notre valeur vraiment à long terme, ce qui fait que d'ailleurs, on a des clients qui sont avec nous depuis plus de 10 ans maintenant. Ouais. Et puis ça se ressent aussi dans tes solutions avec des espaces visuels, enfin des choses qui sont alors qui peuvent donner un effet waouh, mais qui vont dans ce sens-là, d'un collectif où on voit un espace virtuel, on a des avatars qu'on peut bouger, des choses comme ça, enfin des. C'est le turfu sur lequel on est, ouais. Parce qu'effectivement, nous, on pratique le remote first. Et on a une solution de bureau virtuel qui permet finalement à ce que tous les Genspotiens, mais c'est vrai aussi pour nos clients qui l'utilisent, se retrouvent tous ensemble dans un espace virtuel avec justement des avatars en 2D. C'est pas de la 3D avec justement des casques, etc. Mais c'est comment est-ce qu'on va au-delà de la visio dans le remote first. Et ça, je vous invite vraiment à l'essayer parce que c'est assez bluffant. Et oui, alors d'ailleurs tu parles de remote first, tu parles pas de full remote, c'est-à-dire que vous avez quand même des locaux à Paris ou à Montreuil, je crois, c'est ça ? Tout à fait, à Montreuil. Voilà. Vous avez des locaux, mais la logique par défaut de Genspot, c'est qu'on peut bosser entièrement chez soi si on veut. Et d'ailleurs, quand on réfléchit, les gens finissent par être là-dedans. Ils sont en remote first au sens, s'ils peuvent avoir le choix et que ça les arrange de rester chez eux, ils vont rester chez eux, tu vois. Vu comme ça, le remote first est quelque chose de très fort, est une réalité qui s'impose aux entreprises. Et ben dans ces cas-là, il faut assumer qu'il y a entre 10, 20, 50, 80% de son entreprise, ça dépend des jours, qui vont être en remote. Et donc, complètement. Voilà. Et donc, il faut inverser le truc, le digital first. Il faut d'abord être dans le digital et après vous mettez à disposition des bureaux chez les gens, des espaces de coworking pour que les gens puissent se voir et des locaux, voilà, des facilités pour que les gens aillent déjeuner ensemble. Nous, c'est ce qu'on fait pour leur payer le repas dans ces cas-là. Enfin voilà, faut repenser le travail autrement. Et d'ailleurs, moi je trouve ça, ça se sent. Moi le turfu, tout le futur, je le trouve plutôt désirable si on le pense comme ça. Si on le pense pas en essayant de revenir sur les vieilles valeurs. Au contraire, on a un truc incroyable à réinventer. Moi, j'ai des relations, par exemple, avec mes collègues d'aujourd'hui. Moi, je trouve des fois plus enthousiasmantes que celles que j'avais avec des collègues d'il y a 30 ans, avec justement cette espèce de... je sais pas, moi, quand on était à Rennes et qu'on a déjeuné avec les Rennais qu'on voyait pas souvent, il y a quelque chose aussi de magique qui se passe, plus que quand tous les jours on va à la cantine en sous-sol. Enfin, tu vois, par exemple, je te prends un exemple. On rajoute des choses, en fait, et on enrichit sans Exactement. cesse. Ok. J'aime bien terminer ce podcast. On pourrait continuer à en parler longtemps, mais on va essayer de tenir un peu ce format des 30 minutes. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, tu aurais envie de donner aux dirigeants qui nous écoutent ? Alors, le conseil aux dirigeants, c'est toujours vraie question. Marketeurs, etc. qui nous écoutent. Moi, je dirais à tous les gens qui nous écoutent, justement, embrassez le digital avec tout ce qu'il est. Allez-y, mais vraiment la tête la première. N'ayez pas peur, justement, des outils, des nouveaux usages, des erreurs que vous allez faire. C'est comme le cuisinier. Plus vous allez faire de tartes au citron, meilleure elle sera dans le futur. Donc, il faut se jeter dans le digital. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est quand même d'avoir une conscience à la fois écologique et de responsabilité sociale dans lequel la souveraineté rentre.
Et non pas dans un côté, ce que j'appellerais punitif, ah là là, mais au contraire, dans un côté de se réapproprier une diversité, je reboucle sur mon point de base, une diversité digitale. Arrêtez de manger des plats tout prêts qu'on vous donne parce que c'est ce qu'on vous donne depuis il y a 20 ans. Vous avez le droit de manger autre chose que ce que vous préparez votre mère. Il n'y a pas que Microsoft dans la vie, il n'y a pas que Google dans la vie, et que justement, avec d'autres éléments, vous allez faire plaisir et à vos papilles, et à votre entreprise, et voire même à votre EBITDA. Donc, je parle même aux financiers qui sommeillent en certains d'entre nous. Donc voilà le conseil que je donnerai aux dirigeants d'aujourd'hui. Eh bien, conseil entendu. Merci beaucoup Alain pour cet épisode. Merci Thibaut. Merci de votre écoute. C'était Trajectoire IT, le podcast qui vous plonge dans les stratégies des entreprises de la tech à travers des histoires vécues de l'intérieur. À bientôt pour de nouveaux épisodes.